Bonjour tout le monde, bienvenue dans le JT du grenier. Je suis en train d'autofoquer mon autofocus et je vais en profiter pour vous expliquer pourquoi je ne fais pas de montage. Je ne fais pas de montage parce que, coucou me voilà. Bonjour tout le monde, je ne fais pas de montage pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes nombreux à me... régulièrement ça revient dans les commentaires ou dans les mails que je reçois. La première raison c'est que faire du montage c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps. Et puis faire du montage, pourquoi faire? Et ça c'est la deuxième raison qui est bien entendu la plus importante, qui est en réalité faire du montage, si c'est pour retirer tout ce qu'on dit mal, tout ce qu'on ne sait pas dire, et puis... toutes les mauvais propos, les mauvaises choses ou ce qui est pas bon si vous voulez, et bien, quelque part c'est un petit peu tricher aussi avec son auditoire et avec ses spectateurs, et c'est pas le genre de la maison. Voilà, moi je triche pas et donc je masque pas les incompétences à travers des coupes, des montages. Donc comme vous pouvez le constater, chaque semaine c'est du travail sans filet. Voilà, donc je dis ce que je dis, j'assume ce que je dis, et j'ai aucun problème par rapport à ça, et je maîtrise suffisamment mes sujets pour être capable de vous en parler de cette façon-là, et je les maîtrise suffisamment parce que j'ai évidemment travaillé et préparé avant. Voilà pourquoi donc je ne fais pas de montage, en espérant que ça réponde aux interrogations de certains. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu récurrent, puis qui va revenir, vous allez voir de plus en plus, c'est Covid-21 et le confinement sans fin. Alors Covid-21 et le confinement sans fin, c'était pour faire une jolie rime. Alors comment s'appellera le prochain Covid? Certains disent déjà que c'est le Covid-21, peut-être que ce sera le Covid-20, peut-être que ce sera le Covid-D ou DD, Covid-D pour Covid danois et le mutant danois, on va voir tout ça aujourd'hui, et effectivement j'ai pas forcément de très bonnes nouvelles à vous annoncer, pour tout vous dire, en tout cas en termes analytiques. Les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient se passer ou comme vous auriez pu espérer qu'elles se passent, et on est un petit peu, à mon sens, comme en janvier 2020. On est un peu dans la même situation qu'en janvier 2020, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des signaux faibles aujourd'hui qui nous arrivent, qui sont extrêmement négatifs et extrêmement inquiétants. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va se matérialiser, que ça va donner une catastrophe, mais cette vidéo, je voulais vous reparler un petit peu de la vidéo que j'avais pu faire en janvier, le 26 janvier 2020. Donc vous pouvez aller la revoir, elle est dans la liste de toutes les vidéos, vous cherchez celle du 26 janvier 2020. Et vous la regardez si vous ne l'avez pas regardée. J'expliquais à l'époque ce qui allait nous arriver dessus, ce que les signaux faibles pouvaient nous indiquer et nous apprendre. Et là, je redétecte à nouveau un certain nombre de signaux faibles, de l'ampleur potentielle de ce qui s'était passé effectivement, et de ce qui était en train de se passer à Wuhan à cette époque-là, en janvier, tout début d'année, et donc personne s'imaginait qu'on pourrait être confiné chez nous pendant 2 mois à partir du 16 mars de la même année, ce que j'avais quand même expliqué comme éventualité et possibilité dans cette vidéo. Alors, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler du Covid-19 au Covid-21, en fait. Pour mes abonnés à la lettre stratégie, j'avais fait un dossier qui s'intitulait l'épidémie n'est pas finie. Ça, c'était en septembre. Et en septembre, c'est la photo qui est là. J'ai masqué le texte parce qu'il ne concerne que mes abonnés et je ne veux pas que ce soit mis dans les espaces publics, parce que c'est la seule façon c'est la meilleure façon de se faire censurer les vidéos, notamment sur YouTube. Et donc, juste ce que je mettais là, c'était un article de Futura Santé. Et si le coronavirus se recombinait avec un autre virus, enfin bref. J'abordais évidemment le grand sujet et le sujet très compliqué des risques de mutation du coronavirus. Et ces risques de mutation explique la chasse qu'on peut faire justement à ce coronavirus, parce que plus on va le laisser évidemment diffuser, infuser dans la nature, plus les risques de croisement, plus les risques de mutation vont devenir importants avec le temps, et donc c'est une course contre la montre. Et c'est pour ça que les médecins qui veulent laisser faire l'immunité collective ne sont pas suivis par les autorités politiques, parce que le risque ultime, c'est évidemment la mutation, et plus ce virus sera largement diffusé dans la population, et plus évidemment il viendra muter, rencontrer d'autres espèces, etc., et donc nous poser d'autres problèmes absolument terribles.
Donc voilà, donc je vous parlais de ça, de ce problème, de cette problématique de mutation. Et ben nous y sommes à cette problématique de mutation. Vous avez sans doute entendu parler de ce qui se passe au Danemark actuellement. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous invite à vous renseigner par vous-même. C'est hyper important parce que, évidemment, regardez, c'est un article de la Tribune, le virus mutant combattu au Danemark commence à affoler la planète. Donc les humains ont infecté des visons, vous savez les petites bébêtes avec lesquelles on fait des manteaux, ça a la taille d'un gros char, hein. Le virus a muté chez les visons, donc les hommes ont infecté les visons, le virus a muté dans les visons et ce virus mutant a réinfecté les humains. Moi, au dernier pointage, on était à 214 cas au Danemark de ce virus mutant, c'est-à-dire qui a franchi une barrière d'espèce pour revenir réinfecter notre espèce. Donc évidemment, c'est très problématique. C'est problématique pour plusieurs choses et ce sont les différentes implications qu'on peut avoir sur un sujet comme celui-là. C'est qu'on peut avoir un niveau de gravité accru, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit, l'idée qui consiste à dire que si ça mute c'est forcément moins grave, c'est pas du tout vrai en fait. Ça c'est pour rassurer tout le monde et amuser la galerie. La réalité c'est que ça peut être beaucoup moins grave comme ça peut être beaucoup plus grave. En fait on ne sait pas du tout de quel côté retombe la pièce et c'est au petit bonheur la chance et c'est Dame Nature et Mère Nature qui va décider du fait que ce soit plus grave ou moins grave. Mais on ne peut pas exclure un virus, c'est pas un organisme doué d'intelligence, hein, comme vous pouvez l'entendre. Ah ben le virus, hein, son intérêt c'est d'infecter le plus de personnes possible, donc d'être le moins létal possible, donc il faut s'adapter pour tuer le moins de personnes possible. Alors là vous prêtez beaucoup d'intelligence et quasiment une âme au virus et qui serait capable de réfléchir comme un stratège. C'est pas ça du tout, c'est un organisme qui vit sa vie d'organisme, qui mute, qui a soit de l'ADN, soit de l'ARN. Dans le coronavirus, on est sur des virus à ARN. Voilà, c'est comme ça. Les ARN bougent énormément et sont peu stables. Et donc, souvent, effectivement, c'est moins grave. Et puis, de temps en temps, ça peut être plus grave. Donc, on a évidemment un niveau accru de dangerosité potentielle. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien d'établi pour le moment à ce stade. Mais enfin, bon, on va falloir beaucoup plus de temps pour savoir si... c'est plus grave, moins grave, et avoir des certitudes. En revanche, ce nouveau mutant, il induit un problème qui est le fait que potentiellement, c'est une remise à niveau de notre immunité. C'est-à-dire que on n'avait déjà pas rencontré ce nouveau coronavirus, nous l'espèce humaine, donc on n'avait pas d'immunité. Là, on commence à en créer une, et puis on commence à créer des vaccins pour se créer éventuellement une immunité. On commence à chercher des médicaments depuis janvier 2020. Donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 11 mois qu'on y est, et arrive un nouveau mutant qui va nous faire tout redémarrer à zéro. Et ça, tout redémarrer à zéro, c'est extrêmement... Enfin, vous voyez un petit peu l'ampleur de la catastrophe, l'ampleur du sujet. Si on doit tout redémarrer à zéro, c'est évidemment très très compliqué. Donc c'est une remise en cause totale des vaccins qu'on est en train de développer, puisqu'on est en train de les développer sur un virus qui va peut-être se faire remplacer par un autre virus mutant qui va diffuser peut-être plus largement et contre lequel, faut tout recommencer, on repart à zéro, on recommence et puis on se remet encore 12 ou 24 mois dans la vue. Ça va vite nous amener à 2022, 2023, 2024, cette petite plaisanterie, ça risque de pas être très drôle si ça dure très longtemps. Le risque de circulation active de plusieurs mutants et des recombinaisons évidemment hors de contrôle, et puis une crise sanitaire qui est durable, et évidemment qui va entraîner des confinements, ou qui pourrait potentiellement entraîner des confinements sans fin. Les réponses apportées, elles sont elles sont radicales. Ça, c'est une photo extraite de vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, où les Danois sont en train tout simplement d'éradiquer, d'annihiler 100% de leur population de visons. C'est 17 millions d'animaux, 17 millions de visons, et donc ils les tuent absolument tous. Donc ils les endorment au gaz carbonique, ils les asphyxient au gaz carbonique dans ces espèces de carrioles là, et puis après il les broie. Voilà. Donc vous remarquerez les combinaisons, c'est des combinaisons intégrales, hein, c'est-à-dire que quand on s'occupe du virus Ebola, on a évidemment ce genre de combinaison. Il n'y a pas mieux. C'est le top du top, et ils sont des centaines comme ça à traiter les visons dans cette panoplie.
c'est ce qu'on appelle le cluster 5 au Danemark, et donc ce cluster 5, eh bien évidemment c'est une zone qui a été complètement isolée, mise en quarantaine, et la quarantaine elle a intérêt à tenir, parce que si la quarantaine ne tient pas au Danemark, eh bien nous nous retrouvons exactement dans la même configuration que ce qui s'est passé avec le virus Covid-19, mais à l'époque appelé SARS-CoV-2, évidemment, il a quitté Wuhan. Il a quitté la Chine, et nous aurions dû évidemment confiner la Chine et enfermer la Chine. Ça aurait peut-être évité au monde la pandémie que nous vivons, mais nous avons l'idéologie de la frontière ouverte, et donc cette idéologie de la frontière ouverte est évidemment complètement mortifère. Non pas que les frontières doivent être fermées de manière étanche, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il est évident que si le Titanic a coulé, c'est parce que les compartiments étanches ne remontaient pas jusqu'en haut du bateau. Voilà. Donc il y avait une erreur de conception, ce qui fait que quand le bateau a pris de la gîte, l'eau passait d'un compartiment étanche à un autre compartiment étanche, et donc le bateau a coulé. Les frontières, c'est ça, c'est des compartiments étanches dans un navire. Donc quand il y a un problème dans un compartiment et qu'on a une fuite quelque part, il faut évidemment pas menacer le monde entier et tout le navire. Il faut évidemment fermer le compartiment étanche qui subit le problème, et puis il faut apporter toute l'aide extérieure évidemment à ce compartiment qui souffre et à ce pays qui souffre. Et ça c'est le rôle de la solidarité internationale, et c'est comme ça que ça devrait se passer. On aurait dû aider massivement la Chine, mais la Chine aurait dû être mise évidemment en quarantaine, et il faudrait faire la même chose avec le Danemark. Alors les Anglais, eux, ne se posent pas trop de questions. Il faut dire que c'est Boris Johnson, c'est donc un populiste, et les populistes, comme vous le savez, sont tous des sacrés cons et des horribles méchants et des ogres. Et donc les populistes, eux, ils ferment leurs frontières. Ils n'hésitent pas à fermer leurs frontières. Donc il y a deux réflexes. D'abord, c'est Boris Johnson, le populiste, et puis c'est l'Angleterre. Et donc, comme toutes les îles, on reparle souvent du Japon, mais le Japon, pareil, le Japon est très enfermé sur des mentalités d'Iliens, et donc les mentalités d'Iliennes, ce sont des mentalités où très rapidement on ferme les frontières, on ferme l'apport à l'extérieur, on se recentre sur les habitants de l'île, et puis on met l'île, on confine l'île, et on la met en quarantaine vis-à-vis de l'extérieur. On ne laisse plus rentrer personne. Alors le confinement et le verrouillage est total dans la zone danoise concernée, ça c'est la théorie. Je pense qu'on pourrait aller, si jamais c'est pas très rapidement maîtrisé, vers la fermeture des frontières évidemment en Europe et vis-à-vis du Danemark. Il faut à tout prix éviter le précédent du Covid-19, c'est-à-dire du SARS-CoV-2, et donc que ce nouveau virus mutant puisse aller se répandre dans le monde entier. Et donc c'était ce que je vous disais sur cette idée de religion de la frontière ouverte. C'est une religion qui est mortifère, c'est-à-dire c'est de l'idéologie, mais c'est même pas du pragmatisme, c'est-à-dire qu'une frontière c'est fait pour être ouvert quand tout va bien, et puis quand il y a un souci, évidemment on doit pouvoir la fermer. Voilà, c'est juste du bon sens, c'est ni de la xénophobie, ni du rejet, ni du racisme contre les Danois blonds aux yeux bleus, voyez-vous, c'est simplement qu'on a un problème au Danemark et qu'il n'est pas utile de répandre le problème danois dans le monde entier, parce que ça va coûter extrêmement cher, ça va poser des problèmes sanitaires incommensurables, et ça va aggraver de manière absolument terrible la crise économique et sanitaire, ou sanitaire et économique, que nous traversons déjà depuis 11 mois. Voilà, donc apparemment, silence total des autorités. Donc je trouve ça encore une fois assez léger, et c'est toujours du trop peu et trop tard, et c'était ce que je disais dans cette vidéo du 26 janvier. J'ai le problème de ceux qui nous dirigent, c'est qu'ils sont toujours dans une réaction technocratique, et quand on est technocrate, on réagit toujours trop peu et toujours trop tard. Voilà, c'est assez logique. Et j'explique dans cette vidéo du 26 janvier les mécanismes qui aboutissent à ces trop peu et trop tard. Je voulais vous parler de Songbird. Allez voir la bande-annonce sur Allociné. Songbird, le chant de l'oiseau chantant. Je ne sais pas trop comment on peut bien traduire ça. Je pense que vous aurez votre avis pour me corriger ma traduction. Mais l'oiseau chantant, c'est le film qui ne vous changera absolument pas les idées, mais qui va vous préparer l'esprit au fait que ce soit un confinement durable. Alors,
on parle de 213 semaines, me semble-t-il, de mémoire. C'est 213 semaines de confinement. Donc le film commence, voilà, on est à la 213e semaine de confinement. Alors 213 semaines de confinement, ça fait 4 ans pour ceux qui veulent diviser par 52 semaines. Je vous lis rapidement le résumé. 2 ans après l'épidémie, les confinements, déconfinements se sont enchaînés, mais le virus continue de muter. Les villes sont divisées en 2 camps. Celui des nantis et celui des démunis. Au sein de cette nouvelle organisation de la société, un livreur qui est miraculeusement immunisé contre le virus traverse chaque jour les 2 mondes. C'est un thriller qui a été tourné dans le Los Angeles, confiné par la pandémie de Covid-19. Voilà, donc c'est assez surréaliste. Hollywood s'empare de ce sujet de la mutation. Et donc ce film est annoncé à peu près au moment où eh bien, on nous annonce ce virus mutant au Danemark et où ce virus mutant au Danemark évidemment est un signal faible de 2 choses. D'abord de l'aggravation potentielle de la crise et du fait que cette crise sanitaire elle est très 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 loin d'être finie et d'être réglée. Et ça je vous le dis depuis le départ, la dynamique de cette crise s'inscrit dans le temps beaucoup plus long. Le problème, c'est que vous imaginez bien que les autorités politiques, françaises comme internationales, on va dire partout dans le monde, ne vont pas vous dire à quel point ça va durer longtemps. Vous imaginez bien la désespérance que cela pourrait créer. Donc évidemment, si vous avez l'un des secrets les mieux gardés, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas publiquement affiché, c'est la durée de la crise. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyens d'afficher une sortie du tunnel, le bout du tunnel, parce qu'on n'a pas de solution aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de fin de crise. Souvenez-vous, les vaccins devaient arriver avant l'élection présidentielle américaine. L'élection présidentielle américaine est déjà passée, que nous n'avons toujours pas l'ombre d'un vaccin. Et quand bien même nous aurions un vaccin, encore faudrait-il qu'il soit sûr, qu'il n'y ait pas de puce dedans, puisque ça panique énormément de gens, et qu'il soit efficace. Et c'est très très loin d'être évident aujourd'hui. On a un vrai sujet sur l'immunité qu'on peut obtenir sur ce coronavirus. Et cette immunité-là, dans les vaccins candidats aujourd'hui, elle est faible. Voilà, elle est très très faible. Donc même les vaccins ne seront sans doute pas le marqueur de fin de crise tant espéré. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de solution. C'est pour ça que je vous parle de Covid-21 et de confinement sans fin. On est vraiment dans cette logique-là parce qu'on est extrêmement démunis aujourd'hui. La seule arme qui existe réellement, c'est effectivement le confinement, et puis après le fameux tester, tracer, isoler. Mais pour tester, tracer, isoler, effectivement, il faut qu'il y ait peu de cas pour qu'on puisse remonter à chaque fois les chaînes de contamination. Et puis il faut, pour que ça fonctionne, ne pas passer son temps à réimporter des cas d'ailleurs. Donc on en revient encore à cette religion de la frontière ouverte. C'est vous ne pourrez pas limiter cette épidémie, la contrôler, voire la vaincre, si vous laissez les échanges internationaux se faire. Donc à un moment donné, il va falloir prendre à bras le corps les choses. Et il faudra peut-être un confinement extrêmement fort, extrêmement rude, qui soit un confinement mondial, avec des frontières qui resteront fermées pendant 1 an ou 2, ou pendant en tout cas 6 mois ou 8 mois, pour être bien sûr que tout le monde n'a pas de résurgence de l'épidémie, que les tests soient bien fiables, etc., etc. Et donc là, on pourra petit à petit réouvrir en tout cas les échanges humains entre les différents compartiments et entre les différents pays. Donc Songbird, allez regarder ça, c'est quand même, enfin voilà, en termes de scénario, c'est assez intéressant. Alors, la conclusion, je voulais pas dire que je voulais pas utiliser un mot grossier ni vulgaire, donc je dis chez la chienlit, mais enfin vous comprendrez bien le mot qu'on peut mettre à la place. L'épidémie, évidemment, elle n'est pas terminée et elle n'est pas finie, et puis elle peut repartir de zéro avec un nouveau virus mutant.
obligeant toute la recherche, toute notre connaissance, etc. à repartir de zéro, voire ça peut même être cumulatif, hein, c'est-à-dire qu'on a un variant, un mutant 1, enfin on a un virus initial, un mutant 1, un mutant 2, mutant 3, bon. Et puis plus on est de fous, plus on rit. Donc la situation peut s'aggraver considérablement, et si vous pensiez que nous avions touché le fond, nous pouvons toujours nous mettre à creuser et aller encore plus profond. Le Danemark n'a toujours pas été verrouillé et scellé, ce que nous aurions dû faire avec la Chine dès le mois de janvier, évidemment, dès le mois de janvier. On l'a pas fait, on va sans doute refaire la même bêtise avec le Danemark. Espérons simplement que les Danois réussissent, eux, à bien contenir ce mutant 2 et que nous ne soyons pas confrontés à la diffusion massive, évidemment, d'un nouveau virus qui se disséminerait dans le monde entier, qui viendrait tout mettre par terre. Alors, le reste de la conclusion, c'est qu'évidemment, vous pouvez envisager l'hypothèse de confinement qui vont être très longs, et d'ailleurs c'est finalement le thème central du film Songbird. Vous pouvez envisager la fermeture à nouveau des établissements scolaires. Donc il y a un mémo qui a été déposé sur le bureau du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, en disant voilà, qu'il y avait eu 1080 ou à peu près 1100 infections en une journée dans les écoles. Et il est évident que quand vous voyez l'hygiène qu'il y a dans les écoles, quels que soient les efforts des professeurs, des dames de service, de tout le personnel, c'est pas le sujet. C'est à l'impossible, nul n'est tenu, si vous voulez. Et quand vous mettez 600 gamins, 800 gamins, 1000 gamins dans une cantine scolaire sans masque, bah évidemment, ça se tousse dessus. Et donc, ça peut pas bien se passer. Et ça, que vous soyez petit, moyen ou grand, ça peut pas bien se passer. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il va falloir, si on veut contenir l'épidémie, il va falloir repasser par la case confinement. Le confinement que nous vivons, c'est un confinement du week-end, c'est un confinement qui ne rime à rien. Et en fait, le gros problème, c'est d'utiliser même le mot confinement. En fait, c'est pas un confinement. À partir du moment où les écoles sont ouvertes, à partir du moment où on se déplace tous les matins pour emmener les enfants, aller chercher les enfants, à partir du moment où on va travailler, bon, il n'y a objectivement pas de confinement. Donc le mot confinement est totalement impropre, et donc il est tellement impropre qu'il a des résultats qui ne sont pas ceux d'un confinement. Et donc là, on emmerde tout le monde et on n'obtient pas grand-chose en échange. Donc c'est complètement raté, cette histoire de confinement. Donc on va a priori aller, à mon avis, vers un renforcement, un durcissement très important du confinement, avec vraisemblablement la fermeture des écoles et des établissements scolaires. Envisager, et ça c'est très important, que la crise sanitaire va être beaucoup plus longue que ce à quoi vous pouviez penser initialement, mais parce qu'on ne veut pas que vous pensiez à autre chose que le fait qu'elle va être relativement courte. Ça fait déjà, je vous rappelle, ça fait déjà 11 mois qu'on y est, et on peut tabler sur un minimum de 24 mois de toute façon. Donc vous voyez, on n'est même pas en réalité encore peut-être à la moitié de la crise que nous traversons. Alors évidemment, on espère que ce ne soit pas le cas, mais en tout cas c'est ça qu'il faut envisager, c'est à ça qu'il faut se préparer. Et évidemment, vous envisagez une crise économique qui va être beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Et là, pareil, on n'en est qu'au tout début de la crise économique. On en est encore avec une capacité des États à soutenir l'économie, mais vous imaginez bien que si on a un mutant 1, un mutant 2, un mutant 3, et qu'à chaque fois on paye, on confine, on paye, on confine, on déconfine, on reconfine, on repaye, on verse des sous, on compense les arrêts de l'activité économique, vous le faites une fois, vous le faites deux fois, ben la troisième fois vous n'avez plus de l'argent pour le faire, d'accord ? Vous avez juste plus l'argent pour le faire. Donc cette crise sanitaire-là, elle va évidemment complètement épuiser les ressources des États et les capacités financières des États, même les plus riches. C'est juste impossible de lutter financièrement contre une épidémie qui va durer 24 mois, 36 mois. C'est illusoire avec une succession de confinements, une fois, deux fois, trois fois. Ça va être évidemment extrêmement compliqué. Ce qui explique d'ailleurs la volonté, la tentation du deuxième confinement léger et fait un peu en dépit du bon sens, qui est celui que nous avons actuellement. Mais l'idée c'était ça, l'idée politique au départ, elle consiste à dire on va essayer de confiner un peu mais pas trop, pour que ça ait le maximum d'impact sanitaire avec le minimum d'impact financier et économique. La logique, on peut la comprendre, ça fonctionne pas.
ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et puis encore une fois, on a d'autres risques qui apparaissent. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc justement, on anticipe les risques. Mais anticiper les risques, c'est en aucun cas les souhaiter. D'accord ? On ne souhaite pas que les risques se matérialisent. En revanche, on observe, on analyse, on est à l'affût des signaux faibles, des choses qui peuvent être ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire des choses qui vont changer le jeu, qui vont changer la situation, des signes noirs, des moments de grande rupture, ou qui peuvent insérer ou initier une grande rupture avec une aggravation, ou alors on est à l'affût évidemment des signaux de fin de crise, que sont encore une fois un traitement, une vaccination, une immunité collective. Voilà, tout ça, ce sont des signaux très forts de fin de crise. Et le jour où on vous annonce un vaccin qui fonctionne, qui n'a pas de puce, ou dans lequel les gens ont parfaitement confiance, qui n'a pas d'additifs dégoûtants, qui a une super immunité, qui marche pour toujours, etc., évidemment, vous avez un marqueur de fin de crise sanitaire. Et donc là, vous renversez complètement le raisonnement. C'est-à-dire que là où avant, on était dans des perspectives assez sombres et assez noires, tout d'un coup, l'espoir renaît. Et puis c'est même carrément de l'espoir directement à la fin de crise. Donc la peur n'évite pas le danger, d'accord ? C'est pas parce qu'on ne veut pas voir les risques que les risques vont disparaître. La préparation, en revanche, évite d'être pris par surprise en race campagne. Donc ça, c'est... Encore une fois, se préparer psychologiquement. D'ailleurs, je vais insister beaucoup plus aujourd'hui sur la préparation psychologique, on y reviendra. Anticiper évite la panique et surtout permet de diminuer le niveau de stress. Et vous êtes nombreux à dire que moins de stress, c'est de meilleures défenses immunitaires. Et c'est vrai, évidemment, si on n'est pas anxieux, on est physiquement mieux. C'est important la préparation psychique, la préparation psychologique, le fait de ne pas être surpris, le fait de pouvoir intégrer des réalités. On a besoin de temps, nous l'être humain, pour comprendre la gravité d'une situation, pour l'admettre, pour sortir parfois du déni, pour justement s'y adapter. On est extrêmement adaptable en fait, on est extrêmement adaptable. Nos réalités peuvent changer et on peut s'y adapter. La vie est quasiment plus forte que tout et que beaucoup de difficultés. Donc en fait, l'être humain a en lui des trésors de ressources, de réserves, de capacités de résistance, de résilience, de robustesse, et ça c'est extrêmement positif, vraiment très très positif. Donc faut pas avoir peur de la situation. Ce qu'il faut en revanche, c'est l'anticiper, c'est s'y préparer, c'est accepter le fait que les choses peuvent être amenées à changer, c'est accepter le fait que notre vie va être différente et c'est réorganiser sa vie avec les nouvelles contraintes qui nous sont imposées. Alors on peut lutter contre ces contraintes d'un point de vue politique. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent manifester ou manifestent, sont contre le port du masque, contre les lois liberticides qui sont passées, contre l'état d'urgence sanitaire, etc., etc. Et ça c'est le combat politique. Et ce combat politique dans une démocratie doit pouvoir être mené et c'est important de pouvoir le mener. Et puis il y a un autre combat qui lui est un combat qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel et beaucoup plus psychique, beaucoup plus psychologique et qui consiste simplement à s'adapter à ces nouvelles réalités. Et donc quand on s'adapte à ces nouvelles réalités, on prend de nouvelles habitudes, on adapte sa manière de vivre pour essayer d'y trouver du confort, de la joie et du plaisir quand même. Donc pour les abonnés à la lettre stratégie, vous allez pouvoir télécharger directement ce dossier du mois de novembre dans vos espaces lecteurs qui s'intitule Covid-21 et le confinement sans fin. Vous avez ici tout le sommaire. Je vous pourrais faire un arrêt sur image pour voir ce qu'il y a une partie des thèmes qui sont évidemment traités dans ce dossier. Et donc notamment à la fin, comment vous préparer et les 7 conseils à mon sens les plus importants à suivre pour se préparer à ce qui peut potentiellement advenir. Et encore une fois, la peur n'évite pas le danger. La seule chose qui permet de maîtriser les risques et maîtriser le danger, c'est la préparation
et le fait de prendre en considération les signaux faibles qu'on entend. Donc on se prépare évidemment toujours au pire, mais on espère le meilleur pour chacune et chacun de nous. On souhaite vraiment le meilleur, mais c'est pas parce qu'on se prépare au pire que ça va empêcher le meilleur d'advenir. Non, évidemment, on espère que le virus mutant danois va pas se répandre dans le monde. On espère qu'on ne reproduira pas les erreurs qu'on a pu avoir avec la Chine. On espère tout ça, mais enfin, on parie pas dessus, parce que si on parie sur de l'espérance, on joue de la chance, d'accord? Donc vous pouvez aller jouer au loto, c'est exactement la même chose. Si quand on est étudiant, on joue le fait qu'on va tomber sur le seul sujet qu'on contrôle, eh ben on mise sur la chance. Sinon on travaille, on potasse ses cours, on révise, et quel que soit le sujet, ben on est prêt, on est préparé, on a travaillé, on a potassé, et donc on est capable de répondre. Et donc là on mise sur le travail en plus de miser sur la chance, et généralement ça se passe un petit peu mieux. Voilà, donc on espère toujours le meilleur, mais évidemment on se prépare au pire. Si vous avez aimé cette vidéo, bah évidemment vous la partagez, vous me mettez mon doigt de schtroumpf. N'hésitez pas à vous abonner à 3 choses. D'abord à cette chaîne, en activant la cloche pour avoir les notifications, la cloche c'est en bas, en vous abonnant à la lettre d'information gratuite du site insolentiae.com, sur lequel vous pouvez me retrouver tous les jours pour une édition sur les principales informations clés économiques. Et puis évidemment, vous pouvez vous abonner à la lettre stratégie sur la boutique Insolentiae/boutique, mais vous avez tous les liens en bas dans la description. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite et je nous souhaite bonne chance. Je nous souhaite d'avoir tort. Je nous souhaite que ces signaux faibles restent à l'état de signaux faibles et qu'ils ne deviennent pas des signaux forts, comme les signaux faibles du 26 janvier étaient devenus des signaux très forts dans les semaines qui ont suivi. Donc surveillez avec une immense attention ce qui se passe au Danemark. C'est voilà, on a là un point de focalisation très précis. Et puis surveillez ce qui se passe sur les poulets. Voilà, si vous aimez les nuggets, achetez-en un petit peu d'avance, parce que là, c'est pas les raviolis qui vont manquer. Je pense qu'avec le retour de la grippe aviaire, on risque d'avoir des problèmes sur le foie gras et le poulet. Donc, si vous voulez que les fêtes qui s'annoncent déjà pas forcément très joyeuses, soient sans foie gras et sans chapon, voilà, faites vos courses avant qu'on abatte toutes nos volailles. Parce que dans le contexte actuel sanitaire, je pense que les autorités ne prendront pas de risques, et donc elles vont appliquer un principe de précaution un petit peu, peut-être, sans doute, ou en tout cas on peut l'anticiper, un principe de précaution poussé un peu à son paroxysme, et donc liquider la totalité de notre stock de volailles. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur les poulets. Je vous dis à très bientôt les amis. La semaine prochaine, surveillez bien en tout cas ce qui se passe au Danemark. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.